Bonjour, je m'appelle Injonge Karangwa. Je vous parle depuis l'Université d'équité en santé mondiale, UGHE, donc University of Global Health Equity. Elle est plus connue sous ce nom-là. C'est une université qui a pour mission de repenser la manière dont les sciences de la santé sont enseignées, la manière dont elles sont mises en œuvre aussi. Et cela dans le but de transformer les systèmes de santé de façon à ce qu'ils soient plus performants, mais en même temps plus équitables. Donc notre réflexion est très fort axée sur le continent africain, mais se veut aussi être globale. Donc, pour ce faire, une de nos contributions serait cette plateforme, repenser la santé et la pandémie au travers des disciplines. Nous pensons que pour arriver à accomplir notre mission, il sera nécessaire de construire des ponts entre les disciplines, que l'approche biomédicale seule ne pourra pas répondre aux défis de santé contemporains, ce qui est donc la priorité. Et quand on parle de défis de santé contemporains, il est impossible de ne pas parler de cette crise que nous vivons actuellement, la crise de la pandémie de coronavirus. C'est une crise sanitaire, mais c'est aussi une crise qui a généré des crises économiques, des crises politiques et d'autres crises au travers le monde. Donc pour répondre à cette crise, pour continuer à réfléchir comment répondre à cette crise et aussi à toutes ses conséquences, nous avons invité différents intellectuels africains pour parler de leur travail, parler de leur analyse de ce que nous vivons et apporter peut-être quelques éléments de réponse. Cette plateforme a commencé à la fin de l'année dernière, en 2021, avec le professeur Felwine Sarr qui nous a parlé de l'importance de la multidisciplinarité, l'importance de l'interdisciplinarité et de la collaboration. Il nous a aussi parlé du patrimoine et du rôle du patrimoine et de sa valorisation dans la construction des imaginaires, dans la construction des sociétés. Et maintenant, nous allons parler avec un autre professeur qui nous vient aussi du Sénégal, professeur Fatoumata Anne, qui est anthropologue de la santé, socio-anthropologue de la santé, qui est maître de conférence à l'université Hassan Sek de Ziguinchor, qui est chercheuse, qui est enseignante, qui participe à divers groupes multidisciplinaire de recherche avec le CNRS, avec l'OMS, avec l'Institut de recherche sur le développement. Et ça, c'est un bref résumé des nombreuses compétences et contributions de cette intellectuelle africaine très active. Bonjour, Fatoumata. Bonjour Yongé, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Non, je n'ai rien à ajouter. Je pense qu'au fil de notre conversation, on pourra découvrir d'autres aspects sur lesquels je travaille. Mais je voudrais d'abord commencer quand même par dire tout le plaisir que j'ai à partager cette conversation avec vous. Parce qu'effectivement, généralement, quand on parle de santé, on pense que c'est une affaire de médecins, et de spécialistes de la santé d'un point de vue biomédical. Et la crise sanitaire que nous vivons nous montre effectivement la nécessité d'avoir ces approches interdisciplinaires et multidisciplinaires qui permettent en fait de penser de manière globale les modes de gestion des crises, des pandémies et d'autres urgences sanitaires qui vont malheureusement, auxquelles nous devrons malheureusement faire face dans les années à venir. Merci Fatoumata Anne. Pour démarrer cette conversation, ce serait bien de partir du point de départ, en fait. Qu'est-ce que la santé? Donc, pour définir la santé, les institutions académiques ou les systèmes en fait, de santé utilisent la définition de l'Organisation mondiale de la santé qui parle de la santé comme un état de bien-être physique, mental et social qui n'est pas uniquement une absence de maladie et d'infirmité. Donc, que fait-on avec cette définition? Est-ce qu'elle est complète? Est-ce qu'elle répond aux défis contemporains? Est-ce qu'elle veut dire la même chose? Est-ce qu'elle est pertinente au travers des cultures? Et qu'est-ce qu'elle inclut? Qu'est-ce qu'elle exclut? Qui est-ce qu'elle inclut et qui est-ce qu'elle exclut? Et reflète-t-elle vraiment la manière dont les interventions de santé sont pensées et sont mises en œuvre? Donc, je vous écoute. Vaste question et je ne sais pas si j'ai tous les outils pour y répondre, mais je vais quand même essayer de dire d'abord qu'aujourd'hui, c'est vrai que cette définition de l'OMS a, comme qui dirait, une valeur opératoire qui permette d'une certaine manière de penser les politiques
de, au niveau mondial et d'un point de vue institutionnel. Je reviendrai plus tard sur les limites que comporte une telle démarche, mais je voudrais d'abord dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus limiter la santé à cette définition, parce qu'en réalité, on a pu voir que la santé est devenue à la fois un objet politique au quotidien pour tous les acteurs qui participent. Quand je dis les acteurs qui participent, c'est à la fois les malades, les thérapeutes, médecins et tradipraticiens, ça aussi je vais revenir, et également les décideurs. Et donc, réduire la santé à une absence d'infirmité et de maladie, c'est, et après peut-être parler d'un état de bien-être physique, épanouissement et tout ça, nous occulte une dimension assez importante à mon sens et exclut un certain nombre de connaissances qualifiées de profanes parce que non issues justement des milieux savants et pourtant qui forgent et qui structurent les comportements et les attitudes des communautés finalement auxquelles se destinent les politiques de santé. De manière très concrète, si on revient dans une perspective plus socio-anthropologique, il est important de comprendre les représentations sociales et les perceptions qui sont associées aux notions de santé et de maladie. Parce qu'en réalité, les deux sont liés et il faut comprendre ce qui fait sens pour les populations. Parce que justement, on peut décréter un état de maladie alors que chez les populations, on est plus dans la perception de ce que doit être la santé et ce qui fait sens, ce qui fait santé pour elle. Et donc, de ce point de vue-là, il faut comprendre la santé à la fois comme une ressource matérielle de la vie quotidienne. Et quand je dis ressources matérielles de la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la santé, c'est ce qui permet aux individus, aux uns et aux autres, de pouvoir accomplir ce qu'ils ont à faire pendant la journée, pendant le mois, voilà, qu'ils puissent ne pas se sentir, on va dire, malade, mais à la fois d'un point de vue de l'accès aux ressources et de l'accès au bien-être, mais aussi en lien avec d'autres problématiques, notamment comme la question de l'environnement, la question de la précarité, la question de l'accès du logement, la question de l'emploi. Et donc, pour dire que tout cela, quand on définit la santé, la question des représentations sociales est très, très importante. Et justement, c'est ce qui permet, dans ce cas-là, de pouvoir prendre en compte la diversité des acteurs qui interviennent dans le champ de la santé. Parce que quand je disais tantôt que dans cette définition de la santé, on peut voir la manière dont les perceptions orientent, guident les attitudes et les comportements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de manière très concrète, si je prends un exemple, quand on décide, quand on définit un état de maladie, du point de vue du médecin, ça peut être une maladie, alors que du point de vue à la fois de l'individu et de la société, ça ne l'est pas. Et souvent, l'une des critiques que l'on peut, que les médecins ou la science médicale opposent d'ailleurs aux communautés ou aux populations, c'est de dire que nous nous présentons tardivement dans les structures de santé. Mais sauf que ce comportement est toujours qualifié d'irrationnel, sauf que ça répond à d'autres logiques et à d'autres rationalités parce que justement, en fonction de ces perceptions-là et de ces représentations, les populations, les communautés font recours à d'autres spécialistes de la santé que sont ce qu'on appelle les tradipraticiens, ou en tout cas, j'aime pas trop ce terme, mais de dire tout simplement d'autres recours qui leur parlent d'un point de vue culturel, d'un point de vue social. C'est-à-dire que
de ce point de vue-là, il est important de tenir compte, quand on traite des états de santé, des savoirs expérientiels. Quand je dis savoir expérientiel, c'est-à-dire que chaque État, chaque communauté, chaque groupe social a sa manière d'identifier des états de santé et des états de maladie, de pouvoir les nommer, mais aussi de pouvoir y apporter des réponses thérapeutiques qu'ils jugent appropriées. Et donc, à partir de ce moment-là, les raisons d'agir, les motivations des communautés qui paraissent totalement irrationnelles pour la science biomédicale trouvent tout leur sens parce que c'est justement en adéquation avec les perceptions non pas culturelles au sens premier du terme, mais qui répondent mieux aux logiques sociales, religieuses, économiques, culturelles des populations et des communautés. Mhm. C'est intéressant ce que vous avez dit, surtout justement, si on peut rentrer dans ces connaissances dites profanes, cette hiérarchie on parle d'une forme de hiérarchie du savoir, en fait. Il y a le sacré, le profane. Donc, tout le monde, tout savoir n'a pas la même valeur dans un système de santé. Et ça a, je pense, certaines conséquences dans la relation entre ce qu'on appelle un système de santé, qui est inclus dans un système de santé. Et ça a peut-être eu des conséquences plus ou moins négatives dans la manière dont on peut implémenter des interventions, en fait, dans la mise en œuvre des interventions. Ça serait intéressant de voir que si vous avez entendu ou si vous connaissez des approches justement pour revaloriser ces savoirs dits profanes, comprendre aussi pourquoi ils sont dits profanes, qui les dit profanes aussi, et voir un peu qu'est-ce que ça veut dire, surtout dans un contexte africain. Je pense pouvoir répondre en partie notamment sur deux choses. Sur la question de la hiérarchie des savoirs, et sur l'échec des politiques, particulièrement dans le contexte africain, parce qu'en réalité, comme je le rappelais, les communautés ont quand même, bien avant l'introduction de la médecine moderne dans nos pays, dans notre continent, inventé ou mis en place des solutions qui leur permettaient de prendre en charge leur santé. Et à partir du moment où on a introduit la médecine d'abord coloniale, il y a eu un bouleversement un peu dans la pratique, et on a institutionnalisé la médecine comme étant la science qui a le monopole d'écrire les états de santé, et surtout, on lui a donné, pour aller très rapidement, le pouvoir de guérir à travers le monopole de l'exercice. Mais le souci, c'est que dans notre continent, l'incapacité des États indépendants, et d'ailleurs, ça aussi, c'est un des héritages de la colonisation, c'est le fait qu'on a introduit dans l'organisation du système de santé ce qu'on a appelé la santé communautaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir assurer aux personnes les plus démunies et les plus pauvres, ou ceux qui habitent dans les zones les plus délaissées d'un point de vue des investissements infrastructurels, on a introduit ce qu'on a appelé la santé communautaire. Et dans le souci, c'est que ça voudrait dire d'une certaine manière que finalement, les populations devaient participer à l'effort de santé, à la fois en contribuant d'un point de vue financier, mais aussi en participant aux instances de décision. Vous verrez qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que cette approche communautaire
ne fonctionne pas forcément, et surtout dans le cas de la pandémie à coronavirus, elle a été, l'implication des communautés a été relativement tardive. Mais pour revenir un peu à cette institution, c'est donc là ce que je veux dire, c'est l'institutionnalisation de la science médicale dans le continent africain qui a d'une certaine manière favoriser le recul, j'ai envie de dire, ou la non-reconnaissance, pardon, des savoirs traditionnels, des savoirs expérientiels, au point d'ailleurs qu'aujourd'hui, quand on parle rien que dans la dénomination, quand il s'agit, les médicaments, oui, ce sont des médicaments traditionnels, des formes de traitement traditionnels, quand ils sont proposés, sont appelés des remèdes et donc ne sont pas reconnus d'un point de vue de la science parce que tout simplement, dans les processus de reconnaissance de ce qui fait un médicament, malheureusement, le continent africain est exclu. Et en tout cas, on n'a pas su, ou en tout cas, on le fait très peu, justement, on n'a pas pu introduire ces notions de brevets, de propriété intellectuelle propres aujourd'hui à toutes ces industries pharmaceutiques qui finalement dominent le monde et qui fait que les savoirs issus des communautés issues de la connaissance de la nature, du monde, de l'environnement ne sont que faiblement reconnus. Mais, et c'est là où justement on voit une distorsion forte entre les propositions des institutions internationales en matière de prise en charge des épidémies et des pandémies et la réalité que l'on peut retrouver au point de vue social à l'échelle des différents pays où justement les populations continuent quand même à avoir foi ou à recourir à certaines pratiques. Et quelquefois, ce qui est le paradoxe, c'est que bien évidemment, à la fois, on va commencer à introduire dans dans les pays occidentaux cette notion de médecine douce, de médecine alternative, et chez nous, cette médecine alternative n'est pas fondamentalement reconnue, et ça, c'est quelque chose qui doit nous interroger et nous interpeller. Et je pensais d'ailleurs que justement, la pandémie, la pandémie à coronavirus constituerait une opportunité justement pour les sociétés africaines pour se positionner de manière plus importante et de manière plus ouverte sur la contribution qu'ils peuvent apporter à la prise en charge des épidémies et des crises sanitaires. Je le dis parce que tout simplement, si vous avez remarqué, vous avez suivi les modes de gestion de la pandémie au niveau mondial, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les premiers temps, on a pu se rendre compte d'un repli sur soi de tous les pays, mais remettant ainsi en cause tous les principes de la santé globale, de la démocratie sanitaire, de l'équité dans l'accès aux soins. Et donc, ça a été, dans un premier temps, pour les pays africains, à l'échelle du continent, un grand moment d'innovation à la fois sociale, thérapeutique, et donc, quand je dis innovation sociale et thérapeutique, pour la première fois, pour la première fois, en tout cas, on le voit très rarement, les pays africains ont pu faire des choix autonomes dans la prise en charge ou dans la gestion de la pandémie. Malheureusement, ça n'a pas continué, ou en tout cas, ça continue de manière très, ou ça s'est délité en tout cas. Et donc, justement, ça a été un moment pour l'Afrique de se repositionner sur le débat dans le débat sur la santé globale et de questionner leur place dans la coopération sanitaire, dans la nécessité de reconnaître aussi les ressources
en matière de prise en charge des épidémies et des maladies. Et quand je parle de ressources, là, je fais référence aux savoirs locaux et à tout ce qui a pu émerger. Et c'est quelque chose que l'on a très peu interrogé et qui me semble aujourd'hui important d'analyser. Pourquoi, malgré toutes les prédictions, malgré des systèmes de santé défaillants, osons le dire, ou en tout cas avec des capacités très limitées, nous avons pu nous en sortir. Quelles sont les ressources sur lesquelles nous nous sommes appuyés? Qu'ont fait les gens? Est-ce ils se sont rués vers les hôpitaux ou vers les structures de santé modernes? Pour la plupart, non. Au contraire, ils les ont même désertés en craignant d'être contaminés dans ces structures-là. Ça veut dire que, justement, il va falloir passer maintenant à s'appuyer, ou en tout cas à documenter et à faire reconnaître toutes ces méthodes, tous ces processus, ces procédés thérapeutiques qui ont contribué d'une certaine manière à ce que l'on puisse avoir les résultats en matière de santé qu'on a eus. Bien que, bien évidemment, il y a d'autres facteurs qu'il faut prendre en compte. Hein. On parle de la jeunesse de la population, on parle du fait qu'on a accueilli l'expérience antérieure d'autres épidémies qui auraient renforcé notre immunité. Mais tout cela est aussi à mettre en balance et en lumière, en miroir plutôt, avec les formes de production locale de médicaments, de procédés thérapeutiques. Oui, absolument. Oui, c'est vrai, et c'est important de le dire. Il y a eu de l'émergence de gouvernance au niveau des systèmes santé qui a plutôt bien marché de notre côté du monde. Donc, il y a des choses à apprendre, à documenter, et oui, il faut creuser là-bas. Et il y a une autre chose vraiment intéressante que vous avez dit un peu plus tôt. Vous avez parlé de la santé comme ressource matérielle. Et ça serait bien, donc je vais aussi en même temps poser ma prochaine question, mais ça serait bien de lier ces deux notions. Parce que je voulais arriver à cette conversation de la santé comme bien public. On la décrit souvent comme un bien public. Donc d'abord, ça serait bien comme un bien commun, pardon. Ouh là là, je me trompe. Donc la santé comme bien commun. Donc je voulais arriver à cette notion et voir un peu qu'est-ce qu'un bien commun. Pourquoi parle-t-on de la santé comme un bien? Vous en parlez comme une ressource matérielle, donc ce serait vraiment intéressant de lier cela. Et aussi, si on parle de bien commun, est-ce que c'est réellement un bien commun, la santé? Donc, ce serait très intéressant de vous entendre là-dessus. Alors, je vais commencer d'abord, oui, justement, j'évoquais au début, en introduction, que la santé est un objet politique et une ressource matérielle. Et bien évidemment, dès l'instant que l'on parle de la santé comme ressource matérielle de la vie quotidienne, on est justement dans la perspective d'analyser la santé comme un bien commun. Le bien commun, de manière assez simple, c'est l'ensemble des ressources matérielles ou immatérielles dont nous disposons collectivement et justement que nous pouvons également gérer collectivement. Et la santé fait partie de ces biens communs parce que justement, on considère la santé comme aujourd'hui un bien public mondial. C'est-à-dire que on est dans un système de gouvernance de la santé qui voudrait justement que cette gouvernance soit mondialisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la santé, quand on voit depuis les années 2000, par exemple, avec l'introduction du Global Health, on est dans une perspective où justement la question de l'équité et de l'accès universel à la santé est apparue comme un point de mire, ou en tout cas un des objectifs essentiels, notamment pour atteindre les objectifs de développement durable. Mais aujourd'hui, quand même, ce que l'on voit, c'est que quand on parle de bien commun,
ça suppose que l'on puisse introduire aussi des mécanismes de régulation collective de ces biens-là. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on interroge la gouvernance du système de santé, qu'est-ce que l'on voit? On voit très bien qu'aujourd'hui, on s'appuie sur d'abord un modèle de gouvernance qui est basé sur ce qu'on appelle le New Public Management. Et donc, avec qui a comme conséquence, ou en tout cas un des effets les plus visibles, la privatisation de la santé et la définition et la mise en œuvre de programmes qui sont verticaux et qui sont gérés de manière tout aussi verticale, en excluant donc la grande majorité les organisations de société civile, par exemple, enfin, tout ce qui représente les citoyens. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, tout ce qui est participation citoyenne, etc., disparaît. Mais donc, du coup, ce que l'on voit, c'est que finalement, ce mode de gouvernance introduit une faible prise en compte des besoins des populations, en tout cas parce que tout simplement, dans cette vision systémique qu'on a de la santé, malheureusement, on exclut les uns ou le plus grand nombre et on s'occupe des autres. Et pour exemple, je vais prendre le financement alloué à certaines maladies qui sont considérées comme prioritaires au détriment d'autres. Si on prend par exemple le financement massif le financement massif sur le VIH, le sida et la tuberculose, au détriment d'autres maladies qui sont, qu'on va appeler aujourd'hui de maladies tropicales négligées, ou encore d'autres pathologies qui aujourd'hui émergent et en tout cas sont ont des effets sur les sociétés qui sont à la fois tout aussi importantes, c'est-à-dire par exemple les cancers, les hépatites, etc. D'autres maladies qui paraissent prioritaires pour notre continent, je précise bien pour notre continent, ne sont que faiblement prises en compte. Et donc, voilà, on est face à une sorte de jeu contradictoire, en tout cas de paradoxe, entre la protection de certaines populations et la déprotection d'autres. Et d'ailleurs, le but, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que dans la définition même des priorités de santé, les priorités de santé ne sont pas celles forcément des pays du continent africain. Et là, l'exemple que je vais donner, toujours en restant sur la crise sanitaire coronavirus, quand on a dit que le coronavirus était une pandémie, une urgence sanitaire, dans le même temps, on va voir que dans certains pays, ils étaient confrontés à d'autres épidémies qui étaient jugées et perçues comme beaucoup plus contagieuses. Je prends l'exemple de la Guinée, qui était à la fois confrontée à Ebola, à la fièvre Lassa et au coronavirus. Et donc, on était face à une épidémie d'épidémies. Et pourtant, la priorité non définie par les États africains, parce que justement, les organisations internationales, c'est l'OMS qui a, au regard du nombre de cas décrété le coronavirus comme urgence mondiale et priorité mondiale, mais voilà, ce n'était pas forcément le cas dans les autres pays où la prévalence ou la matérialité de la maladie d'un point de vue de la perception était moindre. Et juste, je voulais continuer sur ce point
qui est très, très important parce que finalement, ça met en lumière ou en question la gouvernance globale du système de santé. Ça veut dire que nos États, malgré les engagements qu'ils avaient pris, notamment en faveur d'un budget plus important, je parle des engagements d'Abuja où les États africains s'engageaient à contribuer à hauteur de 15% de leur budget au secteur de consacrer 15% de leur budget national au secteur de la santé. On voit bien que on est très loin de ce pourcentage-là. Au cas du Sénégal, on tourne encore, par exemple, autour de 5% du budget nationale consacrée à la santé. Et donc, ce que ça dit, c'est une forte dépendance de nos systèmes de santé à l'aide internationale. Et le problème, c'est que justement, puisqu'on est dépendant de l'aide internationale, des partenaires extérieurs et autres, et donc de ce point de vue-là, bien évidemment, nous ne sommes pas libres et autonomes à définir nos priorités de santé. Et donc, voilà, ça me permet de répondre à la question que vous posiez tout à l'heure sur la gouvernance. Qui gouverne? En tout cas, il est clair que ce ne sont pas les États africains qui gouvernent leur système de santé. Leurs systèmes de santé sont gouvernés par des institutions internationales qui ont aussi montré leurs limites, notamment avec la gestion du coronavirus où les injonctions qu'ils ont pu donner n'ont pas eu les effets, notamment sur l'accès au vaccin, par exemple, qui est un principe d'équité. Il y a eu des organisations internationales, je pense comme Oxfam, par exemple, qui défendaient l'idée justement que qu'il fallait déprotéger les brevets et rendre accessibles tous les brevets pour justement rendre la vaccination accessible à tout le monde, à toutes les populations. Et là, on revient à cette notion de bien commun, mais pourtant, non, ça ne s'est pas fait. Et l'initiative COVAX n'a pas marché. Au contraire, les pays africains se sont dotés de vaccins, de produits en fonction non pas des priorités, mais de la coopération internationale et de la possibilité que leurs relations internationales, leurs partenaires multilatéraux ou bilatéraux pouvaient leur offrir. Oui, absolument. Ouais, c'est une réalité importante à décrire et à penser, en fait. Quelles seront les mesures que nous prendrons par rapport à ça en tant que continent pour la prochaine crise ou même pour la continuation de la réponse à celle-ci. Il y a autre chose dont vous avez parlé. Donc vous parlez de cette définition de la santé dont on est parti, qui ne répond plus à la réalité d'aujourd'hui. Et c'est vrai que la réalité d'aujourd'hui sur notre continent. Alors c'est vrai qu'on est dans un continent en plein changement. Donc j'aimerais bien aussi maintenant parler de l'objectif de développement économique qui a créé différentes transformations sur notre continent et la modernité aussi, qui nous permet de penser la santé d'une certaine manière et de penser cet idéal de bien-être d'une certaine manière. Au travers de ça, on vit des transitions démographiques, des transitions de mode de vie que j'aimerais que vous décriviez un peu plus tard. Et comment cela impacte la vie des habitants de notre continent? Donc, vous faites partie d'un groupe de recherche justement sur ces transitions. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir un peu donc, la manière dont on conçoit la santé, la manière dont on vit toutes ces transitions et l'impact réel qu'elles ont sur la santé et le bien-être des populations. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Avant de répondre à cela, je voudrais juste parler du fait que l'un des sujets justement que l'on aborde très peu, c'est finalement toute cette idéologie qui accompagne l'aide internationale. C'est-à-dire tout simplement que finalement, quand on
la manière dont le choix des partenaires va impacter les politiques. Quand je dis les choix des partenaires en termes d'investissement, ça veut dire tout simplement que finalement, quelquefois, il y a souvent un décalage entre les choix prioritaires des partenaires financiers, c'est-à-dire ceux qui sont les partenaires financiers et le terrain. Ce que Jean-Pierre Olivier Sardon appelle la revanche des contextes. C'est-à-dire tout simplement qu'on pense des politiques à l'extérieur, mais vraiment elles sont totalement extraverties, influencées par soutenues par des communautés épistémiques, mais dans le même temps, quand il s'agit de les mettre en œuvre, on se rend compte que finalement, il y a quelques limites opérationnelles liées au contexte qui n'avaient pas été suffisamment prises en compte et qui finalement limitent les actions et les impacts des politiques de santé. Et là, ce que je veux dire, c'est que finalement, on va se retrouver avec des politiques très, très coûteuses et finalement, très peu efficace en termes d'amélioration de la santé. Et sur la question de la coopération sanitaire, ce qu'on voit en ce moment, c'est que même dans le domaine, je le disais dans le cadre des vaccins, mais regardez ce qui se passe dans la construction des infrastructures. On fait appel à la Chine, à la France, à la Turquie selon les rapports que nous avons avec les partenaires financiers pour construire de superbes hôpitaux, mais qui sont totalement inaccessibles aux populations et dont on va même demander pendant la crise à ce qu'elles ne soient pas bondées, parce qu'elles ne peuvent pas, à ce qu'ils ne soient pas bondées et finalement qu'ils soient désertés d'une certaine manière. Ce qui veut dire tout simplement que finalement, il y a dans la question de la santé des enjeux politiques, certes, des enjeux financiers, oui, mais des enjeux aussi, des enjeux idéologiques dont on discute très peu. Et ça, il me semble que c'est quelque chose d'important. Maintenant, il est clair qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que il y a aussi une réflexion qu'on entend très peu sur le continent africain, c'est la question des changements climatiques. En tout cas, pas du point de vue de la santé. On va l'aborder du point de vue de l'environnement. Vous me direz qu'on est dans une perspective Global Health et One Health, et donc on va faire le lien entre environnement, santé entre environnement et santé humaine, santé animale et santé environnementale, mais est-ce qu'aujourd'hui, on la pose comme priorité? Je prends cet exemple du changement climatique pour aborder la question des transitions, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, les transitions sont de divers ordres. Et au sein de notre équipe Santé et Transition en Afrique, nous réfléchissons sur ces différentes transitions. Et quand je dis transition, c'est à la fois la transition, mais technologique, la transition numérique, parce que tout simplement, aujourd'hui, et je reviens encore sur la question sur la crise sanitaire, qu'est-ce qui s'est passé? Comment s'est développée l'infodémie au point que ça soit à la fois un problème, tout comme le coronavirus, c'est-à-dire qu'il fallait à la fois prendre en charge l'épidémie en tant que maladie et l'épidémie sur les réseaux sociaux, les fake news et fausses informations qui circulaient. C'est parce que tout simplement, on ne peut plus penser le continent africain comme un continent à part. Nous sommes dans un monde globalisé où justement les technologies ont tellement imprégné nos sociétés que finalement l'information circule assez très, très rapidement et tout le monde est finalement au courant en même temps des mêmes choses. Et surtout, ce qu'on oublie aussi par rapport à ces transitions, c'est le rôle des diasporas dans la construction idéologique, mais aussi la manière dont ils peuvent
influencer les modèles de pensée et et apporter des grilles de lecture nouvelles dans les différentes communautés. Nous sommes face à des communautés multisituées et donc avec des référentiels qui sont totalement qui s'influencent mutuellement. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que la transition numérique permet un accès à des ressources, mais très, très importantes pour à la fois les jeunes, mais pour tous ceux qui sont dans le continent africain et dans le champ de la santé. Aujourd'hui, il est important de pouvoir explorer aussi la santé numérique, comme ça a été fait quand je parlais d'innovation thérapeutique, les formes d'adaptation que l'on a pu voir au niveau dans les systèmes de santé, c'est de pouvoir aussi faire des formes de suivi de personnes souffrant de maladies chroniques à partir des groupes, des réseaux sociaux, avec donc les médias sociaux qui permettraient un suivi régulier et ça, c'est quelque chose d'important. Et en termes de transition aussi, la transition démographique, que l'on présente toujours comme un des défis, un des problèmes de l'Afrique, doit être pensé autrement. Pour moi, la transition démographique reste une opportunité pour nous, Africains, quand on connaît les capacités d'invention, d'innovation et d'inventivité de ces jeunes. Maintenant, il appartient aux politiques de pouvoir leur donner les moyens de se réaliser parce que justement, le paradoxe, c'est qu'à la fois, on pose la jeunesse, le poids démographique, la transition démographique comme un problème, mais dans le même temps, on ne prend pas en compte non plus les préoccupations des personnes âgées. On dit tous que les jeunes sont la priorité en Afrique, mais qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes? Et inversement, on ne fait rien non plus pour les personnes âgées qui continuent à soutenir les jeunes. Enfin, donc, du coup, il me semble que de ce point de vue-là, sur la transition démographique, il faut qu'on arrête de nous faire croire que c'est un problème du continent africain. C'est ça la force du continent africain. Maintenant, il appartient à nos États de faire face à cette problématique jeune et de se dire, ben voilà, si nous voulons nous en sortir, si nous voulons nous développer, il faudrait que nous puissions investir et accompagner cette jeunesse qui est très ouverte au monde et justement qui est capable d'innovation, qui est capable de saisir les enjeux actuels du développement. Et je voudrais aussi parler d'autres transitions qui vont avoir des effets sur la santé. Aujourd'hui, comment vivons-nous? Quand la question de l'urbanisation, la question a fait les bouleversements, les mutations que nous connaissons d'un point de vue alimentaire, parce que quand on parle de transition, on oublie les transitions alimentaires aussi, la manière dont finalement, aujourd'hui, avec l'ouverture des marchés aussi, on a changé nos modes de consommation et cela a des effets sur la santé. La prévalence des maladies cardiovasculaires dans des zones où justement on se disait d'un point de vue de la santé, parce que l'environnement détermine aussi la bonne santé ou la mauvaise santé. Et donc, de ce point de vue-là, toutes ces transitions-là sont à saisir. Mais en plus de cela, il y a aussi un retour vers la médecine par les plantes. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement dans les perspectives, et ça pour moi ce n'est pas une transition, mais c'est un enjeu réel et un défi pour la médecine africaine. Et quand je dis la médecine africaine, c'est vraiment tous ceux qui sont détenteurs de ces savoirs, de la connaissance de procédés thérapeutiques. Merci beaucoup. C'est vraiment un des défis contemporains
de la santé de notre continent, ces transitions qui se passent en même temps, qui ne se passent pas forcément à la même vitesse, donc une démographie qui est transformée, des politiques qui ne suivent pas. Donc je suis vraiment ravie que vous ayez détaillé là-dessus, j'espère que vous m'entendez. Justement, donc, on arrive à ma dernière question. Sur le travail que nous faisions donc, à UGHI au travers des disciplines. Nous avons créé cette collaboration avec la culture et les arts pour réfléchir un peu comment, ensemble, on peut travailler pour atteindre des objectifs de santé. Et par exemple, en 2020, nous avons pensé sur la santé mentale. En 2021, nous avons pensé à certaines choses d'ailleurs que vous avez décrites, donc ce qui s'est passé pendant cette pandémie, les changements sociaux et les différentes transitions et les changements des modes de vie. Et là maintenant, nous arrivons à la préparation de notre prochain festival qui va parler du patrimoine et de la responsabilité qui incombe à celui qui gère, qui crée et qui transmet et conserve du patrimoine. Ça a un impact sur les imaginaires, la création de la mémoire, la création des identités, et donc finalement sur la santé mentale individuelle et collective d'aujourd'hui et de demain. Donc je sais que vous avez déjà réfléchi sur ce genre de questions. Donc, ça serait intéressant de vous entendre, d'entendre comment votre travail a contribué à déjà répondre à une partie de ces questions. Et voilà, ça serait une très bonne manière de clôturer. Je pense que nous en avions discuté sur la question du patrimoine, mais en fait, moi, je l'abordais plus, il me semble, sous l'angle de l'expression de la souffrance collective. Ça veut dire tout simplement que aujourd'hui, la question du patrimoine, notamment en santé, il est si on veut parler du patrimoine dans la gestion des problématiques de santé, il est important, à mon sens, d'interroger aussi les représentations collectives, mais à la fois les histoires mémorielles des épidémies. Parce que tout simplement, ça peut contribuer d'une certaine manière à la fois à reconnaître les différentes expériences, mais de comprendre aussi les processus communautaires de perception de la santé et de la maladie. Aujourd'hui, il est important, il me semble, quand on parle nos histoires ne sont pas les mêmes, nos trajectoires ne sont pas les mêmes, même si on a tendance quelquefois à vouloir réduire le continent africain à l'Afrique. Et donc, quand on dit à l'Afrique, c'est une région où tout serait pareil et que tout… Non. Et donc, il me semble que justement pour la question il est important de donner la parole et de resituer le rapport à la santé, à la maladie dans nos histoires collectives. Et quand je dis nos histoires collectives, c'est à la fois tout ce qui a façonné la construction de nos communautés, de nos États, et qui participe à définir nos identités et qui finalement permettent de penser des solutions par nous-mêmes. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, il y a une certaine urgence. En fait, ce processus permettrait ce que nous appelons, et je pense que Felwine Sarr est aussi dans cette perspective, toute la décolonisation de la pensée et de la science médicale. Mais ça passe nécessairement par des identités assumées, ça passe nécessairement par la reconnaissance de savoirs expérientiels, de savoirs locaux, mais aussi de la mise en avant d'expériences mémorielles qui peuvent quelquefois
passer par la description de souffrances collectives, mais qui fait aussi l'histoire commune à toutes les communautés. Et donc, de ce point de vue-là, il est important de mettre des mots sur les mots des populations et des communautés pour comprendre et saisir les enjeux de leur point de vue, c'est-à-dire du point de vue local, du point de vue, du point de vue local et non plus de penser les choses d'un point de vue global et donc, voilà, s'exposer encore à des échecs. En tout cas, merci d'avoir partagé vos recherches et vos réflexions avec nous. C'était vraiment un plaisir de vous écouter, d'apprendre sur la santé, en fait, finalement, et de continuer cette réflexion sur la nécessité de collaborer au travers des disciplines pour repenser la santé et être plus solide dans nos réponses aux crises auxquelles on fait face aujourd'hui et auxquelles peut-être on va continuer à faire face. Donc, c'était réellement un plaisir d'échanger avec vous. Et donc, comme je le disais un peu plus tôt, le Festival Hamwe va parler de cette relation et cette nécessité du patrimoine dans la santé. Et donc, vous êtes cordialement invités justement pour développer cette question de la transmission et de la mémoire et de la valorisation des savoirs expérientiels. J'aime beaucoup cette formulation parce que oui, ce sera nécessaire pour une meilleure santé au niveau continental. Donc, un grand merci. Et donc, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup à vous. Merci à toute votre équipe pour leur patience. Et je pense que, voilà, en tout cas, c'était, comme je l'ai dit au début, c'était vraiment un plaisir et un honneur pour moi de participer à cette conversation. Voilà, comme je dis, c'est important de pouvoir discuter des dimensions non médicales et des enjeux sociaux. C'est important de construire ces ponts aussi au travers des pensées qui se passent ici. Et je trouve qu'avoir cette réflexion africaine, je pense que ça sera clé aussi dans la redéfinition de ce qui va nous apporter plus. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous et au plaisir de partager d'autres conversations. Absolument. Et d'avoir d'autres moments d'échange scientifiques très enrichissants. Merci.